Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc théorie des tests, test d'hypothèse. Vous avez l'exercice dans la description juste en dessous de la vidéo. Et on va se concentrer sur des tests, donc sur les variances et écart-types. Okay, on va vraiment se concentrer là-dessus. Et grâce à cet exercice, on va vraiment tout revoir en ce qui concerne donc les tests d'hypothèse, variance, écart-type à une population. Voilà, donc vraiment avec cette vidéo, vous saurez tout. Okay. Alors, donc, on y va, hein, si vous êtes prêts. On souhaite contrôler donc un lot important de pièces mécaniques. Une caractéristique de ces pièces est une variable aléatoire, dont la loi de probabilité est normale, de moyenne et de variance inconnues. Bon. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas la moyenne et la variance de la population, tout simplement. On se propose de prendre une décision sur le phénomène de dispersion. Alors déjà, rien que ça, on se décide de prendre une décision sur le phénomène de dispersion. On a déjà l'idée de variance et d'écart-type. Au sein de la population, au vu d'un échantillon de 12 pièces. Donc on va tout de suite noter que n est égal à 12, la taille de l'échantillon. On sait qu'à l'échelle de l'échantillon, alors attention, ici, cette phrase est importante, mais il faut bien la traduire mathématiquement. On sait donc qu'à l'échelle de l'échantillon, la somme des carrés des écarts à la moyenne est égale à 650. Peut-être que vous avez déjà entendu dire que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ce qui est vrai. Mais là, ce n'est pas tout à fait ça. Là, on ne vous dit pas, lisez bien la phrase, on sait qu'à l'échelle de l'échantillon, la somme des carrés des écarts à la moyenne est égale à 650. Pas, il manque en fait le mot moyenne. Si on rajoutait, s'ils avaient dit, on sait qu'à l'échelle de l'échantillon, la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, là, on nous aurait donné la variance de l'échantillon. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, comment on va traduire cette phrase mathématiquement? Donc, la somme des carrés des écarts à la moyenne, c'est-à-dire les écarts entre les valeurs xi et leur moyenne. C'est ça qu'on vous donne. Mais vous allez voir qu'avec ça, on va pouvoir retrouver la variance, etc. sans aucun problème. Et on vous dit que ça, c'est égal à 650. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour obtenir, écoutez bien, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour obtenir la variance de l'échantillon que moi, je note personnellement sigma prime carré? Eh bien, il aurait fallu simplement faire ça, la somme ici, et on aurait dû diviser par n. Okay. Donc, la variance de l'échantillon, c'est cette somme, okay, divisée par n. Je le dis, vous allez voir pour la suite de l'exercice, c'est important de le savoir. Ok, vous êtes d'accord là-dessus? Parce que si déjà vous dites 650, c'est la variance de l'échantillon, bah vous aurez faux sur tout l'exercice. Alors, procéder à un test unilatéral à gauche. Okay, donc, ça veut dire qu'on sait que H1, ce sera du inférieur. En adoptant pour hypothèse privilégiée H0, l'hypothèse selon laquelle l'écart-type est égal à 10. Donc, on va poser le test, H0 et H1. Alors, le problème, c'est que mon échantillon, il est petit. Quand on dit qu'on a un petit échantillon, c'est-à-dire qu'on a un échantillon qui est inférieur à 30. Et donc, là, c'est un petit peu un petit piège, puisqu'ils vous disent on privilégie l'hypothèse selon laquelle l'écart-type est égal à 10. Mais comme j'ai un petit échantillon, je ne peux pas faire de test sur l'écart-type. Je suis obligé de faire un test sur la variance. Mais ce n'est pas grave, parce que si vous devez faire un test pour lequel l'écart-type est égal à 10, bah, ça veut dire en fait que la variance est égale à 10 au carré. Hein, puisque la variance, c'est l'écart-type au carré. Donc, on va poser donc, sigma carré égale sigma 0 carré égale donc 10 au carré, ça fait 100. Et on a dit qu'on doit faire un test unilatéral à gauche, donc on dira sigma carré inférieur à sigma 0 carré, hein, qui est égal à 100. Bien. Voilà, là on a posé le test. Et donc on doit le résoudre. Cet exercice, c'est vraiment 4 tests à résoudre, mais la particularité, c'est que ça va nous permettre de revoir tous les cas particuliers de la variance et de l'écart-type. Bien. Alors, la première chose à faire, c'est de donner la loi de probabilité de l'estimateur de l'échantillon. Vous savez que l'estimateur de la variance d'une population, c'est S carré. Okay, je rappelle juste sa formule. Hein. S carré, c'est N sur N-1 multiplié par la variance de l'échantillon. Ça, vous devez le savoir. Parce qu'avant d'étudier les tests d'hypothèse, vous avez étudié les estimations, etc. Okay, donc S carré, c'est N sur N-1 multiplié par la variance de l'échantillon. Hein. Bon. Vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on va devoir à un moment donné biduler un truc avec le 650 pour trouver la valeur de S carré.
Le problème, c'est que S carré ne suit pas de loi de probabilité. Donc ça, c'est un petit handicap, puisque si l'estimateur de l'échantillon ne suit pas de loi de probabilité, ça paraît quand même compliqué de faire le test. Mais c'est pas grave, parce que le S carré, il a une sorte de cousine ou de cousin, que l'on note S' carré. Et S' carré, c'est n-1 fois S carré sur sigma carré. Et ce S' carré, vous allez voir, on va devoir se servir de lui, de toute façon on n'aura pas le choix. Ce S' carré, lui, il suit une loi du qui2. À V degrés de liberté, je vous rappelle que V c'est n-1, c'est-à-dire ici le degré de liberté est égal à 11. Alors, vous devez en général justifier, mais si vous regardez dans l'énoncé, on vous dit bien qu'une des caractéristiques, c'est que la loi de probabilité est normale. Autrement dit, pour justifier le qui2, il suffit tout simplement de prendre l'hypothèse de normalité qu'on donne dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'on nous dit que la population est normale, donc ça suffit à préciser qu'on est bien sur du qui2. Ouais. Alors, une fois qu'on a défini la loi de probabilité de l'estimateur corrigé, on l'appelle comme ça, on peut passer à l'écriture de alpha, notre fameux risque de première espèce. Je vous avais dit, pour ceux qui sont complètement paumés, prenez ma playlist test d'hypothèse et je vous conseille tout simplement de la faire, vraiment de regarder les vidéos dans l'ordre. Donc, alpha, c'est le risque de première espèce. D'ailleurs, on ne vous le donne pas, ce qu'on appelle le seuil de signification. Donc, je prendrai un seuil de signification de 5%, c'est-à-dire le seuil le plus conventionnel qui est utilisé en statistique. Donc, on sait que alpha, c'est la probabilité de décider H1, sachant que H0 est vrai. Alors, quand vais-je décider H1? H1, on sait qu'on a un test unilatéral à gauche. Sigma carré est inférieur à sigma 0 carré. Eh bien, je déciderai H1, ce qu'on appelle la région critique, lorsque l'estimateur de la variance, en fait, vous reprenez le sens de l'inégalité, donc sera inférieur à quoi? À ce qu'on appelle une valeur significative. Okay, on appelle ça aussi une valeur critique, que je note moi, pi. Ok, avec la lettre pi. Donc ça, c'est la région critique. On décidera H1 lorsque S carré, donc l'estimateur de la variance de la population, sera inférieur à une valeur significative. Sachant qu'en réalité, donc c'est H0 qui est vrai, c'est-à-dire sachant que sigma carré est égal à 100. Vous êtes d'accord avec moi que, donc, on vient de le dire, mais je vais le répéter, c'est important. C'est important de faire des phrases aussi. Vous êtes d'accord que sous alpha, c'est H0 qui est vrai? Ah oui, puisqu'on a dit que sous alpha, c'est bien H0 qui est vrai. Autrement dit, le S' carré, là, je vais le réécrire en prenant non pas sigma carré, mais en le définissant. Je vais prendre en fait sigma 0 carré. J'ai le droit, puisque sous alpha, H0 est vrai. Donc en fait, S' carré, il n'y a rien qui change. Ça sera toujours n-1 fois S carré, mais je prendrai sigma 0 carré. Et donc ça suivra toujours une loi du qui2 à 11 degrés de liberté. Bien, donc, alpha, je vais devoir le réécrire. Bon, ça, on n'en a plus besoin, c'est pas très important. Donc, je dois réécrire alpha. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, S carré ne suit pas de loi de probabilité. Donc, je ne peux pas utiliser S carré pour résoudre ce test. Donc, je dois utiliser S' carré. Donc, c'est pas grave, regardez ce qu'on va faire. C'est que, au lieu d'écrire S carré, on va écrire S' carré. On va prendre la loi, en fait, on va prendre la variable de qui2. Okay? Inférieure. Mais, pour passer de S carré à S' carré, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez par n-1 et vous divisez par sigma carré, par sigma 0 carré. Donc, les transformations que vous avez appliquées à S carré, vous êtes obligé de le faire aussi à pi. Parce que sinon, votre inégalité n'a plus aucun sens. Donc, pi va devoir subir les mêmes changements que S carré. Autrement dit, n-1 fois pi sur sigma 0 au carré. S' carré, on sait que c'est un qui2, à V degré de liberté. Et ça, là, le n-1 pi sigma 0 carré, ça, je vais le noter différemment. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire. Je vais le noter qui de inf.
Je vais vous dire comment Bon, déjà, ouvrez la table d'outils 2. Hein. Donc, dans la description de la vidéo, vous avez une table d'outils 2. Ouvrez-la tout de suite, puisqu'on va devoir se servir de cette table, bien évidemment. Ouais. Alors, qui de A, c'est très simple. Donc là, on a un test unilatéral à gauche. Donc, attention, qui de AF, vous allez devoir, donc dans la table du qui 2, aller chercher 1 moins alpha. Alors, je vous rappelle la table du qui 2. Donc, vous avez, alors ça dépend, en ligne, vous avez souvent quelque chose où on écrit P ou alpha, peu importe. Et en colonne, vous avez le degré de liberté. Donc, 1 moins alpha, vous êtes d'accord avec moi que je pense que ça fait 0,95, puisqu'on avait dit 5%. Donc, ce que vous allez faire, c'est que sur la première ligne, vous allez aller chercher 0,95. Sur la première colonne, vous allez chercher 11. Et vous allez croiser les deux informations pour trouver la valeur. Et normalement, vous allez trouver 4,57. Ok, je regarde parce que... Ouais. Parce que en fait, il y en a tellement. Hop, voilà. 4,57. Mais qui de 1, on a dit que c'était ça. Autrement dit, je peux poser une équation. Donc, je peux écrire n-1 pi sur sigma 0 carré est égal à 4,57. À mon fameux qui de 9. n-1, donc ça fait 11. Donc ça, on a 11 pi sur sigma 0 carré, je vous rappelle, ça fait 100, égale 4,57. Et là, je vous fais confiance, vous allez trouver la valeur de pi. Parce que le but d'un test, c'est de trouver la valeur significative pour pouvoir prendre nos décisions, soit H0, soit H1. Et donc, vous allez trouver un pi de 41,55. Ok. Ça va. Alors, je vais devoir écrire donc ce qu'on appelle, je vais effacer ça, la règle de décision. La règle de décision, c'est un truc qu'il faut faire, comment je vais dire ça? Ouais, pour que ça soit, pour que vous ayez un truc bien clair, bien net, bien structuré, mais en réalité, on pourrait passer l'étape de la règle de décision. Hein. Donc, la fameuse RDD. Donc, 3 informations, hein, vous donnez la valeur de n, vous donnez la valeur du seuil de signification alpha 5%, et donc si, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, vous prenez toujours la région critique, hein, c'est-à-dire DH1, hein, parce qu'en plus, on a travaillé avec alpha. Donc, si, on avait dit, si S carré était inférieur à pi, alors on décidait H1. Voilà, c'est formidable, on a pi. Mais, on n'a pas la valeur de S carré pour le moment. Donc, on va devoir calculer la S carré. Je vous rappelle la formule, même si j'ai donné tout à l'heure, c'est n sur n-1 multiplié par sigma prime carré. C'est donc n sur n-1 multiplié, donc sigma prime carré, bah, je vais noter. Donc, le numérateur, vous êtes d'accord que ça fait 650, hein, divisé par n. Les n s'annulent, et donc il vous reste 650 sur n-1, c'est-à-dire 650 sur 11. Et donc vous allez trouver 59,09. Et là, je peux conclure, puisque S carré donc, est supérieur à pi, et donc je déciderai H0. Ça va? Vous allez voir que le deuxième, il sera un peu plus rapide parce que comme on connaîtra déjà la valeur de S carré, etc., voilà, on aura des choses en moins en fait à faire. Bon, mettez sur pause pour recopier. Ça, je garde les formules tout le temps hein, sous les yeux là-haut. Là. Hop là. Donc j'aurais pu écrire. Bon, on aurait gagné un petit peu de place. C'est pas grave. Ça va pour ce premier test hein. Bon, donc prenez votre temps, hein, retravaillez-le. Alors le deuxième, bah, en fait le deuxième c'est la même chose, on vous dit quoi? On vous dit de procéder à un test bilatéral. Donc un bilatéral c'est différent, vous allez voir.
en adoptant comme hypothèse privilégiée que la variance est égale à 100. Bon, bah là, on vous donne déjà tout sur le tapis. Donc, H0, donc sigma carré égale sigma 0 carré égale 100. Et H1, sigma carré différent. Hein, un test bilatéral, donc c'est du différent de sigma 0 carré hein, qui vaut 100. Bien. Et donc là, on doit refaire tout le blabla. S carré ne suit pas de loi de probabilité. Donc, permettez-moi de sauter juste quand même quelques étapes. Hein. Donc là, on a le S carré ne suit pas de loi de probabilité. Donc, on écrit S' carré qui vaut donc N-1 fois S carré sur sigma carré qui suit lui une loi du qui 2 à V degré de liberté, c'est-à-dire 11. En plus, l'échantillon ne change pas. La deuxième question, en fait, c'est les mêmes données, c'est juste le différent là qui change. Hein, donc voilà, on va sauter quelques petites étapes. Donc alpha, c'est la probabilité donc, de décider H1, sachant que H0 est vrai. Alors c'est là où il faut faire attention, c'est là quand même que je mets du rouge. On est sur du différent. Alors n'écrivez pas, s'il vous plaît, S carré différent de pi. Non. C'est-à-dire, on pourrait, ouais, mais non. Quand vous avez du différent, un test bilatéral, vous allez écrire S carré inférieur à un premier pi, c'est-à-dire une première valeur significative, ou bien supérieur à un autre pi. Donc dans un test bilatéral, vous avez 2 pi à calculer à chaque fois. C'est pareil pour la moyenne ou pour la proportion. Sachant que donc, sigma est égal à 100. Sous alpha, H0 est vrai, donc S' carré, on va utiliser sigma 0 carré au dénominateur, patati patata. Donc là, je vais réécrire. Donc on aura S' carré, hein, donc on aura tout de suite qui de V inférieur. Alors donc pi 1, hop, qui de inf, ou supérieur à qui de sup. Ok. Je vais poser quand même les équations. Donc qui de inf, c'est quoi? Bah, c'est la même chose. Je vous avais dit, en fait, c'est les changements qu'on apporte à pi. Parce qu'on les a apportés à S carré, pour transformer en S' carré. Donc c'est N-1 pi 1 sur sigma 0 carré. Et qui de sup, ben c'est N-1 pi 2 sur sigma 0 carré. Et donc il faut qu'on trouve la valeur de qui de inf et qui de sup. Alors c'est très facile, regardez, qui de inf, attention, ici c'est un petit peu différent, c'est qui de, mais pas 1 moins alpha. C'est 1 moins alpha sur 2. Et s'il vous plaît, il n'y a que le alpha qui est divisé par 2. J'espère que c'est suffisamment lisible. Et qui de sup, c'est qui de alpha sur 2. Tout simplement alpha sur 2. Donc 1 moins alpha sur 2. Alors alpha vaut toujours 5%. 5% divisé par 2, ça fait 2,5%. 1 moins 2,5%, je peux tout de suite noter, ça fait 0,975. Et qui de sup, c'est qui de alpha sur 2, donc 0,025. Donc pour le premier, bah, comme d'habitude, hein, donc dans votre table du qui 2, vous allez chercher 11. Et sur la première ligne, 0,975, vous croisez les deux informations. Je l'ai noté. Et vous trouvez donc 34,73. Et qui de sup, vous prenez ici sur la première ligne 0,025 et vous trouvez 199,27. Ok. Bon, j'encadre pas ce économie de feutre. Pardon, excusez-moi, je vous ai donné les valeurs de pi là. Qu'est-ce que je fais? Autant pour moi. Autant pour moi. Attendez. J'ai surligné en fait les pi et du coup j'ai été concentré sur la couleur. Donc pour qui de sup, qui de f, pardon, vous allez trouver 3,82. Et pour qui de sup, vous allez trouver 21,92. Voilà. Et donc là, en posant les équations, donc vous remplacez qui de f par 3,82, 11, enfin comme oui, c'est la même chose que le cas précédent, quoi. Vous remplacez et vous devez résoudre une équation pour trouver la valeur de pi. Et donc là, effectivement, vous allez trouver pi 1 qui vaut bien 34,73 et pi 2 qui vaut bien 199,27. Voilà. Donc, je vais poser la règle de décision. Enfin, je vais plutôt l'écrire.
Donc n égale 12, alpha égale 5%. Et donc on a dit que si S carré est inférieur à pi1, donc 34,73, ou supérieur à pi2, donc 199,27, nous décidions H1. Or, S carré, on l'a calculé dans le cas précédent, on a dit qu'il valait 59,09. Alors 59,09, c'est au-dessus de 34,73, mais c'est en dessous de pi2. Autrement dit, S carré, il appartient à l'intervalle pi1, pi2. Vous êtes d'accord? En fait, S carré, il est entre les deux pi. Et donc, on n'est pas du tout dans la région critique, parce que pour être dans la région critique, il faut être en dessous de pi1 ou au-dessus de pi2. Donc, vous l'avez compris. Nous déciderons, encore une fois, H0. Parce que je vous rappelle qu'on avait déjà décidé H0 dans le cas précédent. Ça va? Bien. Alors, on doit refaire les mêmes questions, donc les deux questions qu'on vient de faire, mais en supposant un échantillon de 100 pièces. Donc, la taille de l'échantillon change, n égale 100. Alors, la première question, c'était quoi? Procéder à un test unilatéral à gauche en adoptant pour hypothèse privilégiée l'hypothèse sur laquelle l'écart type est égal à 10. Et là, comme j'ai un grand échantillon, puisque n est supérieur à 30, je peux faire un test sur l'écart type. Ok. Donc, j'ai posé H0, H1. Donc, ici, je vais bien garder l'écart type, hein, donc on oublie la variance, et vous allez voir les changements que ça va provoquer de pouvoir faire un test avec les écarts types. Donc, sigma égale sigma 0 égale 10, et sigma inférieur à sigma 0. Vous vous souvenez que quand on passait à l'étape de l'estimateur, on disait S carré ne suit pas de loi de probabilité. Jackpot. Petit s. Oui, parce que si S carré c'est l'estimateur de sigma carré, c'est petit s qui est l'estimateur de sigma. Mais, comme je dis jackpot, petit s suit une loi normale. Donc l'estimateur petit s suit une loi normale. Donc de paramètres sigma, sigma sur racine de 2n. Bon, apprenez ça par cœur, hein, ok. La justification, c'est que n est supérieur à 30. Mais on peut aussi en fait utiliser l'hypothèse de normalité de la population hein, qu'on nous donnait dans l'énoncé de l'exercice. Donc quand on est une loi normale, le test c'est beaucoup plus facile, quoi, hein, on a l'habitude. Donc allez, c'est parti, alpha. Probabilité de décider H1, sachant que H0 est vrai. Donc je déciderai H1, là c'est comme avec le cas de la variance. On est sur du inférieur, donc quand petit s sera inférieur à pi, sachant que sigma est égal à sigma 0 est égal à 10. Sous alpha, H0 est vrai. Ouais. Donc si H0 est vrai, sous alpha, je peux prendre les paramètres de H0. C'est-à-dire que petit s suivra une loi normale, mais le sigma, je peux prendre sigma 0. Ici aussi, je peux prendre sigma 0 sur racine de 2n. Alors, est-ce que la distribution est spécifiée? Quand on se pose cette question, est-ce que la distribution est spécifiée? C'est connaît-on les paramètres de cette loi normale? Bah oui, parce qu'on connaît sigma 0 et on connaît petit n. Oui. Dites-le. Après, ça dépend. Faites comme vos enseignants vous disent de faire. Mais moi, je rajoute des petites choses si ça vous intéresse. Donc, on dira que la distribution, effectivement, est spécifiée. Et puis, si vous avez vu mes vidéos précédentes, maintenant, vous êtes habitué à ce genre de termes. Par contre, cette loi normale n'a pas de table. Parce que vous savez que la seule table de Gauss qui existe, c'est pour une loi normale centrée réduite dont les paramètres valent 0 et 1.
Donc on dira qu'elle est spécifiée, mais qu'elle est non tabulée. Je ne suis même pas sûr que le verbe tabuler existe, mais bon, vous avez compris. Donc cette loi normale n'a pas de table. Mais c'est pas grave, on sait transformer une loi normale quelconque en une loi normale sans très réduite. Hein. Comment on fait? On prend l'estimateur, on lui retire son espérance et on divise par l'écart type. Hein. Ça, normalement, vous devez quand même le savoir. Et ça suivra bien une loi normale de paramètre 0,1. Donc, alpha, je vais le réécrire. Au lieu d'écrire petite s, je vais prendre la loi normale sans trait réduit, donc je vais écrire u. Inférieur, mais n'écrivez pas inférieur à pi. Parce que les changements que j'ai faits sur petit s, c'est-à-dire moins sigma 0 sur sigma 0, vous devez aussi les appliquer à pi. Donc on va devoir faire pi moins sigma 0 sur sigma 0 sur racine de 2n. Ouais. Et ça, je noterai u alpha. Ça va, hein, je pense que je ne vais pas trop vite. Hein. Je suis plutôt mou par rapport à mes autres vidéos, mais ne m'en voulez pas, je suis un petit peu fatigué. Donc du coup, alpha, on va le réécrire comment? Eh bien, on écrira alpha égale P de U, inférieur à U alpha. Et U alpha, donc je l'ai dit, c'est ça, hein, c'est cette équation, donc je vais l'écrire ici. U alpha, donc c'est pi moins sigma 0 sur sigma 0 sur racine de 2n. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'aller dans la table de Gauss pour lire la valeur de U alpha, parce qu'une fois qu'on connaîtra U alpha, je pourrai trouver la valeur de pi. Donc alpha, on ne vous le dit pas, mais je vous dis 0,05. Je vous rappelle que pour lire dans la table de Gauss, vous l'avez en description, vous devez avoir du inférieur. C'est bon, j'ai du inférieur, monsieur. Ouais. Sauf que vous ne trouverez jamais 0,05. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 1 moins 0,05. Donc 0,95. Et à droite, vous allez garder le... Surtout, vous conservez le inférieur. Mais vous allez changer le signe. Vous allez écrire moins U alpha. Donc ouvrez la table de Gauss, à moins que vous l'avez sous format papier. Enfin, normalement, si vous faites les thèses hypothèses, votre prof vous a forcément donné une table de Gauss. Hein. Et donc je vous rappelle, la table de Gauss, donc sur la première colonne, on a les dixièmes, et sur la première ligne, on a les centièmes. Et en fait, ça commence à 0,5, la table de Gauss, si vous regardez bien. Sauf que nous, 0,95, n'allez pas le chercher sur la première colonne et la première ligne. Hein. Le 0,95, c'est la valeur de la probabilité. Donc le 0,95, vous allez le chercher ici. Hein. Et ensuite, vous lisez la valeur sur la ligne et la colonne correspondante. Mais c'est une valeur que vous devez connaître par cœur. Hein. Je vérifie toujours, mais je sais que c'est ça, mais on ne sait jamais. Du coup, moins U alpha, ne dites pas U alpha, moins U alpha. Donc vous devez trouver normalement 1,645. Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous ne trouvez pas ces 0,95. Et d'habitude, la règle veut qu'on prenne la valeur la plus proche de 0,95. Parce qu'on ne tombe pas pile poil sur 0,95. Mais là, si vous regardez la valeur avant et la valeur après, la distance est la même. Entre 1,64 et 1,65. La distance est la même avec 0,95. Donc là, je prends le milieu, 1,645. Et donc U alpha, c'est tout simplement moins 1,645. Et donc là, je peux poser mon équation. Donc moins 1,645 est égal à pi moins sigma 0,10 sur 10 sur racine de 200, hein, puisque n n'oubliez pas vos 100. Donc 2 fois 100, ça fait 200. Et là, vous résolvez cette petite équation. Et vous allez trouver un pi de 8,84. Donc je peux écrire ma règle de décision, ma fameuse RDD. Donc n égale 100. Alpha vaut 5%, et donc on avait dit que si petit s était inférieur à pi, nous décidions H1. Tout l'enjeu, c'est de calculer petit s. Mais on va le faire tranquillement, on va d'abord calculer s carré, selon la formule. Voilà.
Je vais le faire où? Bah, de toute façon, je peux tout effacer sur cette partie-là. Hein. Hop. Donc, vous vous souvenez, on avait dit donc S carré, c'était n sur n-1 multiplié par sigma prime carré. Okay. Donc, attention, là, n vaut 100. Hein. Donc, on aura n sur n-1 multiplié donc, par ça, là, la somme. Donc, je peux écrire tout de suite 650. Donc, 650 sur n. Okay. C'est la même chose qu'avec le S carré, hein, qu'on avait fait dans les deux premières questions juste avant. Hein. Les n se simplifient, et donc en fait, il reste 650 sur n-1, c'est-à-dire sur 99. Est-ce que je l'ai fait? Alors, non, je ne l'ai pas fait, donc ça c'est S carré, c'est pas grave. Vous en déduisez que S, c'est donc la racine carrée de 650 sur 99. Et vous trouvez 2,56. Ok? Conclusion, bah, petit s est bien inférieur à 8,84. Et donc je décide H1. Ouais. Ça va? Vous allez voir que la dernière, c'est un peu la même chose. Donc la dernière, c'est quoi? On doit faire un test bilatéral. Je vous le rappelle, en supposant, donc pour l'hypothèse privilégiée, hein, en considérant que l'hypothèse privilégiée, c'est que la variance est égale à 100. Donc certes, j'ai un grand échantillon, hein. Ça veut dire que j'aurais pu faire le test sur l'écart type. Mais là, on nous dit qu'on doit faire le test quand même sur la variance. Vous allez dire, bah, monsieur, on va faire du qui 2? Non, vous allez voir. Donc je pose le test H0, donc sigma carré égale sigma 0 carré est égal à 100. Et l'hypothèse alternative, sigma carré différent de sigma 0 carré. On fait un test bilatéral, hein, les amis, donc c'est bien du différent. Donc, je peux poser mon énoncé. Voilà. Alors là, je suis sûr que certains sont peut-être déjà en train d'écrire S carré ne suit pas de loi de probabilité, donc on va devoir recourir à un estimateur corrigé S prime carré. Bah oui, mais non, parce que quand l'échantillon est grand, c'est-à-dire quand l'échantillon est supérieur à 30, S carré suit aussi une loi normale. Pas formidable ça? Donc de paramètres sigma carré et sigma carré multiplié par racine de 2 sur n. Attention, ce n'est pas tout à fait la même chose que petit s. Petit s c'était sigma divisé par la racine de 2 fois n. Là, on multiplie par la racine de 2 sur n. Donc, bien sûr, la justification, c'est la même, c'est que n est supérieur à 30. Mais l'hypothèse... non, j'ai rien dit. L'hypothèse de normalité, vous pouvez la compléter, mais elle n'est pas suffisante. Vous pouvez dire ça seulement parce que l'échantillon est grand. Donc, on y va, rebelote, on doit refaire un test avec une loi normale. Si vous avez compris le test précédent. Voilà. Donc alpha, probabilité de décider H1, sachant que H0 est vrai. C'est donc la probabilité, donc sur du bilatéral, vous savez qu'on a 2 pi à calculer. Donc c'est la probabilité donc, que l'estimateur S carré sera inférieur à un premier pi ou supérieur à un second pi. Je ne mets pas le sachant que sigma est égal à sigma 0 carré. De toute façon, on ne s'en sert pas. Donc sous alpha, H0 est vrai. Donc je peux réécrire la loi normale de S carré en prenant, au lieu de sigma carré, je vais prendre sigma 0 carré. Ouais, ok. Toujours pareil. Hein. Dès qu'on dit que H0 est vrai, ben, en fait on utilise le paramètre de H0. Donc est-ce que la distribution est spécifiée? Oui, on connaît tout. Donc la distribution est spécifiée, mais comme toute loi normale, cette loi normale n'a pas de table, donc elle est spécifiée, mais non tabulée. Mais vous allez me dire, pas de problème, monsieur, puisqu'il suffit d'écrire donc grand U et de transformer. Donc, comment on transforme une loi normale quelconque en une loi normale centrée réduite? On prend l'estimateur, on lui retire son espérance, et on divise par son écart type.
Ça peut vous paraître surprenant, mais ça, c'est pas la variance, hein, c'est bien l'écart type de la variable. Hein. Donc alpha, au lieu d'écrire donc S carré, je vais écrire U. Mais les changements que j'ai faits à S carré, je vais devoir les faire au 2pi. Donc je vais devoir écrire pi1 moins sigma 0 carré sur sigma 0 carré multiplié par racine de 2 sur n, ou supérieur à pi2 moins sigma 0 carré sur sigma 0 carré multiplié par racine de 2 sur n. Alors là, vous devez me faire confiance, ce sont des choses que vous devez connaître par cœur. Celui-ci, vous allez l'appeler moins U alpha sur 2, et celui-ci, on l'appellera U alpha sur 2. Autrement dit, alpha, je vais le réécrire. Probabilité que U donc, est inférieur à moins U alpha sur 2 ou supérieur à U alpha sur 2. Avec, donc, je vais poser les équations. Donc, moins U alpha sur 2 égale donc, pi1 moins sigma 0 carré sur sigma 0 carré multiplié par racine de 2 sur n. Et U alpha sur 2, ce sera pi2 moins sigma 0 carré sur sigma 0 carré multiplié par racine de 2 sur n. Autrement dit, si on connaît U alpha sur 2, on pourra en déduire la valeur des 2pi. Ça veut donc dire que vous ne devez pas aller chercher 2 fois dans la table de Gauss. Parce que si vous avez l'un, vous avez l'autre. Si vous avez U alpha sur 2, bah vous mettez un moins devant et vous avez donc moins U alpha sur 2. Okay, donc, prenez toujours, vous pouvez prendre le second, hein, mais il y a une petite modification. Donc, prenez le premier, là, moi personnellement je prends toujours le premier. Mais attention, comme il y en a deux, en fait tout se passe comme si le alpha se coupait en deux, pour celui-ci et celui-ci. Donc là on a alpha sur 2, et là on a alpha sur 2. Donc si vous prenez que un morceau, vous allez donc écrire alpha sur 2 égale P de U inférieur à moins U alpha sur 2. Voilà, vous comprenez? Le alpha se partage de manière équitable entre les deux là, les indicateurs. Donc, en n'en prenant qu'un, vous coupez le alpha, donc vous le divisez par 2. Alors, alpha divisé par 2, donc 5% divisé par 2, ça fait 0,025, égale P de U inférieur à moins U alpha sur 2. Alors, c'est génial, parce que j'ai du inférieur, oui. Mais 0,025, ça n'existe pas, la table de Gauss commence à 0,5. Donc, c'est pas grave, regardez ce que vous allez pouvoir faire. Donc, vous allez pouvoir écrire 1 moins 0,025. À droite, vous conservez le inférieur, mais vous avez le droit d'enlever le signe moins. Voilà. Je vous rappelle que quand vous faites un changement dans la table de Gauss, vous devez faire un deuxième changement. Et c'est comme ça, en fait, en général, qu'on arrive à bien s'en sortir avec la table de Gauss, parce qu'on arrive toujours à trafiquer les équations pour retomber sur nos pattes. Donc on a 0,975 égale P de U inférieur à U alpha sur 2. Donc allez chercher 0,975 dans la table de Gauss à l'intérieur. Hein. Et si on est d'accord, vous trouvez 1,96. D'ailleurs, c'est une valeur que vous devez connaître par cœur. Hein. Parce que vous allez tellement la retrouver que... Bon, donc du coup, moins U alpha sur 2, c'est moins 1,96. Et donc, il ne me reste plus qu'à poser mes deux équations. Donc, moins U alpha sur 2, donc moins 1,96 égale pi 1 moins sigma 0 carré, donc 100, divisé par 100, multiplié par la racine de 2 sur 100. Hop, c'est pire, pardon. Hop. Vous résolvez ça, et vous trouvez un pi 1 de 72,28. Vous posez la seconde, donc 1,96 égale pi 2 moins 100 sur 100 multiplié par la racine de 2 sur 100. Vous résolvez ça, et vous trouvez un pi 2 qui vaut 127,72.
Donc maintenant, je peux écrire ma règle de décision et enfin prendre ma décision, conclure. Hein. Ok. Ça parfait. Ouais. Niveau du temps, du timing. Donc la RDD. Donc n égale 100. Oups. Alpha égale 5%. Et donc on a dit si S carré est inférieur à pi1, donc 72,28, ou supérieur à pi2, donc 127,72, nous déciderons H1. S carré, on l'a déjà calculé. Hein. On avait dit que c'était 650 sur 99. Et là, je vais vous donner la valeur, ça fait 6,57. Complètement dérisoire. Complètement dérisoire. Même avec un alpha, mais je peux déjà vous le dire, hein, même avec un alpha de 1%, c'est-à-dire si on prenait seulement un risque d'erreur de 1%, en fait, on déciderait quand même H1. Donc S carré, ben, il est très inférieur à 72,28, hein, donc S carré est bien inférieur à pi1, donc on décidera H1. Et je vous dis tout de suite que vous pouvez faire le test hein, pour vous entraîner, faites-le. Mais si alpha est égal à 1%, on aurait aussi décidé H1. Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Lorsque à 5%, écoutez bien, lorsque à 5%, on décide H1, et qu'à 1%, on continue à décider H1, on dira que le test est hautement significatif. Il y a beaucoup de i dans significatif. Voilà. Je l'ai fait hein, avec alpha 1%. Je vous dis, hein, je l'ai fait, donc ne vous inquiétez pas. On décide bien H1. Donc on dira, comme on décide H1 5%, on décide H1 1%, on dira que le test est hautement significatif. Si à 1%, on avait décidé H0, on aurait dit que le test est probablement significatif. Ça veut donc dire que, ok, on a un risque d'erreur de 1%. Ok, on a un risque d'erreur de 1%. Mais on est quasiment sûr que c'est H1 qui est la bonne hypothèse. Ça va? Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ok. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et on se dit à très bientôt.